N'importe qui. Salut à tous, un petit mot rapide avant de commencer, juste pour vous dire que je vais investir de plus en plus de temps dans la chaîne. Si vous voulez me soutenir dans cette aventure, eh bien je viens de lancer un Tipeee, le lien est en description. Allez, bonne vidéo! Des entrailles de Terra aux confins des univers, de leur création à la grande croisade jusqu'à la catastrophe fratricide de l'hérésie d'Horus, découvrez l'origine et l'histoire des Legiones Astartes, les armées qui conquirent puis déchirèrent l'impérium de l'humanité. Ils sont les premiers fils de l'empereur. La première légion de Space Marines à avoir vu le jour, les premiers de cette génération d'humains génétiquement améliorés, créés dans les complexes de recherches impériaux sous les montagnes de Terra. Les Dark Angels sont l'archétype des Legiones Astartes. Ils n'envisagent aucun autre destin qu'une vie de guerre et de mort au nom de l'Imperium. Ils ne bâtirent ni empire, ni ne firent jamais de pas de côté dans leur mission. Conquérir pour l'humanité, peu importe le prix à payer et les atrocités à commettre. Les sinistres Space Marines de la Première Légion accomplissent leur devoir sans remords et sans compromis. Leurs faits d'armes, leur plus grande bataille, ne figurent dans aucun ouvrage destiné à leur gloire. Aucun érudit, aucun poète ne chante leur louange ou ne se souvient de leurs victimes, car bon nombre des ennemis qu'ils affrontèrent étaient si monstrueux que leurs noms furent effacés des archives. La Première Légion vit le jour vers la fin des guerres d'unification de Terra, après des décennies, peut-être des siècles, de recherche scientifique. La particularité est que, en tant que premiers légionnaires, ils furent conçus comme un modèle pour les suivants à partir du code génétique le plus stable de tous, sans que l'on ne tente d'engendrer de traits spécifiques. Plutôt que de puiser dans une seule ethnie de la planète, comme ce sera généralement le cas pour les autres légions, les premières recrues provinrent de dizaines et de dizaines de cultures différentes de Terra, une des raisons pour laquelle ils sont si polyvalents. Au cours des premières années suivant leur création, alors que la Première Légion ne comptait que quelques centaines de Space Marines, ces derniers furent lâchés sur le front des guerres d'unification. Très vite, les prouesses des proto-guerriers impressionnèrent au sein des effectifs de l'armée impériale. Ils étaient perçus comme des dieux combattants inarrêtables. Les futurs Dark Angels furent peu à peu désignés comme les princes sans couronne, référence à des guerriers majestueux, chacun arraché à son peuple un peu partout sur la planète. Un surnom qui nourrira par la suite leur réputation d'arrogance face à leurs frères des autres légions. La Légion se divisa peu à peu en petits groupes, appelés hostes de guerre, spécialisés dans différentes tactiques. D'abord très nombreux, finalement réduits à une dizaine, regroupés autour des principales doctrines apparues au cours des premiers conflits. Alors que les autres légions commençaient à apparaître, les princes sans couronne prenaient de l'avance dans la course à la gloire en anéantissant les plus féroces adversaires de leur maître. Faisant face à ces ennemis toujours plus forts et nombreux, et montant toujours plus haut dans l'estime de l'empereur, ce dernier donna à la Première Légion l'accès aux armes interdites, les plus destructrices de toutes, fruits de siècles de recherche et bannies pour leur dangerosité extrême. Les massacres démesurés que commettait la Première Légion avec une rigueur froide et cruelle l'éloigna des autres régiments de la grande armée impériale. Les désormais surnommés « Anges de la Mort » étaient craints par leurs alliés et mis à l'écart, bourreaux taciturnes perçus comme arrogants. Ce rejet était assumé et vécu comme un humble sacrifice par les légionnaires, un exil nécessaire pour protéger les autres serviteurs de l'empereur des monstres les plus terrifiants des armées ennemies. Les prouesses de la Première Légion furent finalement récompensées et elle fut placée avec son leader Hector Thrain au-dessus de ses légions sœurs en recevant le titre
de main gauche de l'empereur. Naturellement, les légionnaires de la première furent ceux qui amorcèrent la Grande Croisade, avec la conquête du système Sol. C'est à ce moment-là qu'ils abandonnèrent, sur leurs armures, le gris caractéristique des Legiones Astartes pour le noir que l'on connaît. Pendant une décennie, ils purgèrent les lunes gelées du système et libérèrent les quelques avant-postes perdus de l'humanité qui avaient survécu à des millénaires d'isolement. Enfin, ils revinrent sur leur monde natal, mais se présentèrent à l'empereur sans défilé triomphal, sans fanfare et dans un silence de plomb avec un seul vœu exaucé, voir le sourire et subtil hochement de tête approbateur du Seigneur de l'humanité. Mais ces plans ne permettaient pas la célébration ou le repos. Aussitôt, les légionnaires victorieux prirent la tête de la grande armée impériale pour partir en guerre dans le reste de la galaxie. La première eut l'honneur de recevoir une flotte d'anciens vaisseaux Terran découverts pendant la conquête du système. Des vestiges de technologies oubliées datant presque tous des années précédant l'Antique Nuit. Ces énormes croiseurs dépassaient de loin la puissance de ceux du reste de l'armée impériale, à l'exception de ceux de la garde rapprochée de l'empereur. Ce dernier n'avait légué qu'une poignée de ses navires surpuissants aux autres légions contre une flotte entière pour les futurs Dark Angels. Cette flotte n'était pas une simple récompense pour l'héroïsme dont les princes sans couronne avaient fait preuve dans les combats sur la vieille terre et au-delà, mais plutôt un outil nécessaire. Les défis à venir seraient terribles, au point de rendre les premières batailles sur Terra insignifiantes. Avec cette puissance de destruction spatiale et terrestre inédite, la première légion était équipée pour le rôle qui était le sien. Héros de la colère de l'empereur, agent de sa haine, porteur non pas d'une simple destruction mais de l'oubli total et de l'anéantissement absolu. La première mena la guerre dans les repères des monstres et des légendes sans crainte ni hésitation, anéantissant les cauchemars de l'humanité, bien que les archives de ces batailles ne subsistent que dans les coffres les plus sécurisés des archives impériales. Y figure par exemple Betelgeuse IV. Le troisième chapitre, formé principalement des guerriers des hostes de pierre et de fer, attaqua ce monde dont les montagnes et la croûte avaient été creusées pour former une forteresse pour un essaim de créatures protoplasmiques et hyperacides, noyau d'une infection qui s'était répandue dans le vide pour infester une douzaine de mondes. Ces horreurs furent exterminées par les guerriers de la Première Légion. Toutes les traces de cette campagne, comme celles de centaines d'autres à venir, furent effacées des archives pour protéger la santé mentale de ceux qui n'étaient pas préparés à ces abominations. Conséquence, d'un point de vue extérieur, le bilan des princes sans couronne dans les premières années de la Grande Croisade semblait insuffisant par rapport à celui de leurs frères des autres légions. Ces autres légions qui, peu le savaient, devaient leur doctrine de guerre au sacrifice et à la bravoure de la Première Légion. C'est elle qui avait forgé ses stratégies et ses tactiques au sein de ses hostes, travail débuté dès les premières années de son existence précoce. Même si elle ne brillait pas aux yeux de l'humanité, la Légion était bel et bien la plus grande, la plus puissante et la plus lourdement armée des Legiones Astartes. Et ce, alors même que les frères des Luna Wolves et des Space Wolves étaient déjà réunis avec leur primarque. Le grand maître de la première était l'un des personnages les plus influents de la cour impériale, uniquement dépassé par Malcador et Horus Lupercal. Mais cette position dominatrice ne pouvait pas durer éternellement. La menace ne provint pas des monstruosités chassées toujours plus loin aux frontières de la galaxie, en fait, plutôt de la Légion elle-même. Chaque défi renforçait les légionnaires, mais cette quête infinie de l'ennemi le plus redoutable renforçait jour après jour également cette arrogance, et chaque triomphe nourrissait un orgueil devenu incontrôlable. Un orgueil qui poussa la Légion à s'enfermer encore un peu plus sur elle-même. L'hexagrammaton, autrefois un ensemble de connaissances en constante évolution, s'était immobilisé. Les guerriers de la première estimaient qu'ils avaient atteint le sommet de la connaissance militaire. La tradition et le rituel devinrent alors plus importants que l'innovation. Chaque ordre et chaque hoste gardant jalousement ses propres petits fragments de l'art de la guerre. Ils regardaient les victoires des légions sœurs comme des succès faciles,
des conquêtes insignifiantes contre des ennemis indignes. Frustrant, cela dit, de les voir recevoir lauriers et éloges équivalents, voire supérieurs. Mais en réalité, certaines légions commençaient à réellement rivaliser avec la première. Les Ultramarines, désormais réunis avec leur primarque, étaient plus nombreux. Les Imperial Fists, derrière Rogaldorn, se targuaient de la puissance de feu d'immenses reliques, comme le Phalanx, forteresse monastère titanesque. L'identité même de la première des Legiones Astartes, bâtie sur sa fierté, sur un sentiment d'autorité, peut-être de supériorité, se fissurait. Puis vint Canis Balor, ce système insignifiant mis un terme à la domination des princes sans couronne parmi les Space Marines. Le grand maître, confiant dans sa capacité à vaincre, prit la tête d'une petite force et partit à l'assaut des défenses, pourtant tenue par une race Xénos inconnue. Elle se révéla être une menace sans précédent. Les pertes furent catastrophiques. Les deuxième puis troisième assauts furent repoussés. Lors du quatrième et ultime assaut, au milieu du feu des combats, Hector Thrain réalisa la folie de son orgueil. Ainsi disparut le premier grand maître de la future légion des Dark Angels, dévoré par son obstination. Canis Balor fut réduit en cendres, sa surface incinérée dans un feu nucléonique, déluge de puissance surdimensionnée d'une légion, comme pour effacer en vain toute trace de son échec dans un éclair de désespoir. Une nouvelle ère débuta. Une ère de division et de conflit au sein de la première. Chacun des maîtres des Ostes et des précepteurs des ordres était sûr et certain que si leur doctrine avait été primée, ils auraient pu renverser le cours de la bataille. Une lutte subtile pour le pouvoir éclata. Alors que le rythme des conquêtes ralentissait, le conseil des maîtres échouait jour après jour à élire un nouveau grand maître. Finalement, Malcador, le plus proche et fidèle conseiller de l'empereur, intervint. Le sigillite ne nomma pas à la tête de la première légion un maître des Ostes, ni un précepteur des ordres, mais un simple capitaine de guerre. Urian Vandreg, ancien capitaine de la 14e compagnie du 8e chapitre, était un Terran admis dans la Légion après que l'empereur eut unifié le berceau de l'humanité. Il était, avant tout, un guerrier ayant marqué ses années de service par des victoires et des sorties charismatiques sur le champ de bataille. Des atouts parmi un autre en particulier. Il n'avait passé que très peu de temps dans des débats doctrinaux ou rituels. Vandreg reçut pour mission de libérer sa légion du doute, de la division et de la ramener à son seul objectif, la Grande Croisade. Rouvrir aussi la Légion au reste de l'humanité. C'est pour cette raison que pour la première fois, un petit contingent de commémorateurs fut autorisé à rejoindre l'entourage du grand maître pour relayer les triomphes à venir. Il ne restait plus qu'à trouver un défi digne de la Légion, un ennemi terrible pour les lier une fois de plus dans la haine et le sang. Il ne tarda pas à apparaître. Aux confins de la galaxie, les guerriers de l'empereur rencontrèrent une race, désormais connue sous le nom de Rangdan. Dès le début, les Rangdan furent identifiés comme une menace capitale, leurs armées étant aussi repoussantes que redoutables. Le nouveau grand maître fondit sur l'ennemi sur le système isolé d'Advex Morse, où les Rangdan avaient créé une vaste lune de guerre artificielle. Le système fut ravagé par les combats, les 6 mondes revendiqués par les Xénos furent rendus inhabitables, leur flotte réduite à des champs de ruines à la dérive et leurs vastes armées d'esclaves totalement anéanties. En 4 mois de campagne, 5000 membres de la première périrent, mais leur sacrifice permit à la Légion, enfin, de briller aux yeux de tout l'Imperium grâce aux poèmes épiques et autres publications des commémorateurs. Mais cette victoire n'en était qu'une parmi d'autres dans l'univers, pas de quoi rendre aux princes sans couronne leur position surplombante. Cela ne régla donc pas les conflits internes de la première, et la situation même se dégrada. Les victoires s'enchaînèrent, mais pas les triomphes nécessaires pour réunifier la Légion sous la bannière de la fierté. Le grand maître et ses guerriers noirs arrivèrent finalement sur le monde forteresse de Carcasarn. Planète qui résistait à Guilliman et ses fils depuis près d'1 mois. Le patient chef de guerre des Ultramarines avait établi ses stratégies avec l'intention d'assiéger la forteresse et d'épargner à sa légion les pertes injustifiées qu'un assaut frontal téméraire lui apporterait.
Les guerriers de la première balayèrent ces conseils et chargèrent les défenseurs. Parmi les 10 000 guerriers impliqués dans l'assaut, des centaines furent fauchés avant même d'atteindre les fortifications. Une brèche, finalement, fut forcée dans les portes de la cité et les Ultramarines se joignirent au combat, formant une deuxième ligne de bataille bleu-cobalt derrière l'avant-garde noire de la première. Malgré de lourdes pertes, le grand maître et ses légionnaires étaient aux portes de la victoire, mais la précipitation leur coûta finalement très cher. Dans leur désespoir, les seigneurs de Carcasarn actionnèrent une mine atomique cachée sous la tour du donjon conquis, ôtant la vie à des centaines de Space Marines dont leur leader, Urian Vandreig. Roboute Guilliman n'offrit aucune félicitation, ne salua pas la bravoure des anges de la mort. Simplement, devant les corps de leurs champions tombés au combat, il déclara « La gloire est un piètre stratège, car il fait du triomphe un trophée amer et un prix vide de sens. Aujourd'hui, vous avez prouvé la force de votre légion, mais pas sa sagesse. » La mort du grand maître eut le mérite d'unir à nouveau les guerriers de la première. Les unir dans cette volonté inarrêtable de conquêtes et exploits encore plus grands avec une animosité sans pareille pour laver l'affront des Ultramarines, l'affront de les avoir considérés comme des égaux plutôt que des mentors. Sous la direction du Conseil des Maîtres, les princes sans couronne se dispersèrent dans la galaxie en quête de nouveaux trophées avec cette même obstination à vouloir démontrer leur supériorité face aux légions sœurs sans se soucier du prix humain à payer. Pourtant, malgré les victoires et honneurs de bataille revendiqués par le sang de ses guerriers, la première légion était loin de retrouver la gloire de ses débuts. Les doctrines du Principia Bellicosa, développées par la première, ont certes été reprises par toutes les autres légions, mais ces dernières les ont adaptées et surpassées au fil du temps. Le primarque des Ultramarines est même allé jusqu'à rédiger un nouveau traité de guerre pour améliorer le schéma d'organisation originel des légions. L'âge d'or des futurs Dark Angels était derrière eux et condamné à rester dans le secret. La Grande Croisade arrivait à ce qui sera son point médian, et les Anges de la Mort se tenaient au bord d'un précipice. Affaiblis par les attaques suicidaires à répétition dans des guerres sans nombre, chaque chapitre, hoste et ordre cherchant à regagner ce qui avait été perdu. Si elle avait continué sur cette voie, il est probable que la première légion se serait éteinte, lentement dévorée par sa fierté. Mais à ce point de bascule, le destin mis sur la route d'une petite flotte de chasseurs itinérants de la 5e, les White Scars, une planète recouverte de sombres forêts, un monde oublié, appelé Caliban. À l'aube de la Grande Croisade, comme les 19 autres primarques naissants, Lionel Johnson disparut des laboratoires de l'Empereur sur Terra. Ça n'est que bien plus tard qu'il renoua avec la race humaine lorsqu'un groupe de chasseurs de chevaliers de l'ordre trouvèrent le jeune demi-dieu dans les profondeurs de la forêt de Caliban. Pendant des années, peut-être des décennies, il avait survécu seul dans l'obscurité et la menace constante des monstruosités qui peuplaient la planète. Le fils de la forêt fut jugé si dangereux que beaucoup voulaient le tuer. Un homme, champion parmi les guerriers calibanites, le défendit. Celui que le jeune ermite appellera plus tard père. Luther l'éduqua, l'éleva au rang de chevalier et par-dessus tout donna pour la première fois un but à son existence, sauver Caliban. La planète se mourait, les bastillons d'humanité étaient assiégés par les abominations de la forêt toujours plus nombreuses. Se révélant un grand stratège, un combattant hors pair et un général charismatique, Lionel Johnson reçut le titre de grand maître de l'ordre après des années de guerre et après avoir transformé la lutte pour la survie en croisade contre les bêtes. Enfin, après avoir éradiqué les derniers monstres et que toute menace avait disparu, la paix se profilait sur Caliban. Ses habitants pourraient connaître la stabilité, le progrès, la prospérité peut-être. Au lendemain de la victoire finale, un faisceau de lumière dorée traversa les nuages.
Instantanément, le lion comprit. L'empereur, son père, venait le retrouver. Lui, son 10e fils perdu. Ce dernier épousa instantanément la vision du maître de l'humanité et partit aussitôt dans une nouvelle croisade à la tête de la première légion qu'il renomma les Dark Angels, référence à un ancien et sinistre mythe calibanite. L'Imperium offrit à Caliban le progrès et la prospérité qu'elle attendait. Enfin, à sa manière. La planète fut métamorphosée, ses vastes forêts déboisées pour laisser place à de gigantesques industries. Les premières recrues furent prélevées parmi les habitants pour reconstituer les rangs épuisés des anges de la mort. La nouvelle de la découverte de leur primarque galvanisa les guerriers de la première, dispersés dans la galaxie. L'orgueil les poussa à récolter trophées et victoires pour le prochain grand rassemblement à venir. Cependant, certains avaient honte de la légion déchirée et affaiblie dont le lion allait hériter. Tout d'abord, Lionel Johnson fut emmené sur Terra, où les autres primarques découvrirent un frère morose, d'humeur sombre et insensible aux conseils des autres. Ils apprendraient par la suite à le connaître, rarement à l'apprécier. Ses talents et sa confiance résolue, que certains auraient pu qualifier d'arrogance, lui valurent peu d'amis, mais le virent placé à la tête de sa légion plus rapidement que tous les primarques redécouverts avant lui. Le lion partit ensuite de Terra en quête de ses fils aux 4 coins de la galaxie. Après quelques années, il avait rassemblé la quasi-totalité de sa légion, près de 100 000 guerriers, qu'il réunit à l'ancien bastion de la première légion sur Gramarae. Ici, devant le conseil des maîtres et le conclave des précepteurs, le primarque fit ses preuves face au maître de l'Hoste de Feu dans un duel d'1 heure désormais entré dans la légende. Cette dernière épreuve achevée, il fut nommé grand maître de la première légion qui, enfin, pouvait compter sur un leader pour la guider. Entouré de ses fils, Lionel Johnson prêta serment. « Nous sommes les Dark Angels. Pour nous, il n'y a pas de paix, pas de faim, mais la guerre et la mort. Nous ne marcherons pas dans les couloirs dorés de l'avenir de l'humanité, mais nous resterons résolus dans les ombres de l'au-delà. Tant que nous respirons encore, cet impérium ne tombera pas et nous ne connaîtrons pas la défaite. » Les compagnons calibanites du Lion intégrèrent l'organigramme de commandement de la Légion après avoir reçu le peu fiable processus d'amélioration augmétique leur permettant d'atteindre des niveaux de compétences comparables à ceux des vrais Space Marines. Certains des vétérans les plus âgés de la Légion ne furent pas très heureux de céder leur autorité à ces nouveaux venus. Cette minorité silencieuse de vétérans nourrirent également un ressentiment en voyant les réformes que mena le primarque, notamment le transfert du pouvoir des Dark Angels de Gramarae à Caliban et sur le vaisseau amiral, l'ancien cuirassé de classe Gloriana, l'Invincible Reason. Lionel Johnson était suffisamment confiant en son charisme et sa vision pour porter ces changements radicaux. Il ne laissa pas le temps aux doutes de s'installer, il remit la Légion sur le chemin des conquêtes. Sa flotte personnelle prit comme première destination un monde qui avait laissé une profonde cicatrice au prince sans couronne, Carcasarn. Planète où avait péri quelques années plus tôt le grand maître Vandraig sous les yeux du primarque des Ultramarines, Roboute Guilliman. La 13e Légion, toujours en contrôle de ce monde, était en mauvaise posture. Des rebelles avaient libéré une arme bactériologique qui avait transformé les habitants brisés en ghouls corrompus assoiffés de sang. La capitale était assiégée depuis de longs mois. Le prétor Artaeon, commandant de la garnison d'Ultramarines au bord de la rupture, sortit brusquement de sa réserve stoïque habituelle lorsqu'il aperçut dans le ciel les vaisseaux noirs de la première. Dans son armure resplendissante, le primarque et un millier de vétérans de la Dreadwing menèrent la charge sur la horde ennemie. Elle fut écrasée contre les murs de la cité.
À l'issue du massacre, les soldats de la 13e sortirent avec une certaine appréhension au milieu de la mer de cadavres et de cendres, inquiets de la réaction de leurs frères aux armures noires, qui les avaient quittés dans la défiance au terme de la conquête controversée de la planète. Mais le lion n'était pas ici par hasard. Il quitta sans un mot Carcasarn, ne laissant derrière lui qu'une bannière neutre, signe de dette payée. Le message du primarque était clair, il n'avait que faire des vieilles rancunes ou accolades d'honneur. La politique, il la balayait d'un revers de main, pour laisser place à son seul et unique objectif, tuer les ennemis de l'empereur. Le fils de Caliban eut rapidement l'occasion de prouver sa valeur, face à une terreur que l'on croyait depuis longtemps éteinte, les Rangdan. Ces monstruosités Xénos avaient fait leur retour, ravageant le nord de l'Imperium. Pendant près d'une décennie, 9 légions se relayèrent sur le front, beaucoup subirent de lourdes pertes, mais aucune comme les Dark Angels. Guidés par le lion au cœur de la tempête mortelle de l'une des pires campagnes de l'histoire de la Grande Croisade, les guerriers de la première achetèrent la victoire au prix de leur vie. Lorsque le dernier coup de bolter retentit, que la guerre s'acheva, seul un 10e d'entre eux était encore en vie. Certains disent que l'ancienne légion s'était battue pour se montrer digne de leur nouveau seigneur. D'autres qu'ils ont saigné pour réparer leur échec à détruire les Rangdan lors de leur première rencontre. D'autres encore ont murmuré que le lion les avait envoyés à l'abattoir pour qu'ils puissent les remplacer par des guerriers calibanites plus dociles. Calomnie ou non, le lion s'est bel et bien tourné vers Caliban pour reconstituer les rangs de sa légion. Les quelques compagnons calibanites des premières heures étaient désormais rejoints par des milliers de jeunes recrues de leur monde natal, transformant la Légion. Ces guerriers étaient plus profondément guidés par la tradition et le rituel, mais aussi moins aveuglés par la fierté que leurs prédécesseurs. Une nouvelle Légion venait de voir le jour. Mais lorsque les Dark Angels reprirent le chemin des plus lointaines étoiles de la galaxie, ce fut pour atteindre le même éternel objectif de la première, éradiquer les pires abominations qui peuplaient encore l'univers. L'un des moments marquants des décennies qui suivirent, au milieu des guerres innombrables menées par les anges de la mort au nom du Seigneur de l'humanité, fut la rencontre entre le lion et le loup pendant la campagne de Dulan. En marge de l'invasion d'un empire humain dirigé par un tyran, le primarque des Dark Angels et son homologue des Space Wolves s'affrontèrent dans un duel épique, conséquence de divergences stratégiques et de rivalités guerrières. Le combat s'acheva sans que l'on ne puisse désigner un vainqueur, mais de cet affrontement naquit un profond respect entre les deux légions, dont la rivalité perdurera jusqu'au 41e millénaire. La première poursuivit sa route. Entre succès et trophées remportés pour l'humanité, un nouvel événement tragique toucha finalement la Légion, sur le monde connu sous le nom de Saroche. Ces fourbes habitants trahirent la confiance des Space Marines de la première et attentèrent à la vie même de leur primarque. La tentative échoua de justesse et les rebelles furent écrasés sans que les guerriers noirs ne subissent trop de pertes. Mais cet épisode laissa, parmi tant d'autres sur le corps meurtri de la Légion, une profonde cicatrice. Luther, père adoptif du Lion et commandant émérite des Dark Angels, fut frappé par le doute. Alors que les assassins avaient pénétré dans le vaisseau amiral, sous ses yeux, la jalousie embruma son esprit et son inaction laissa la vie de son fils, le primarque, entre les mains d'autres frères. Personne ne qualifia ce qu'il s'était passé de trahison. Personne n'avait précisément perçu les négligences de Luther. Cependant, Lionel Johnson avait flairé ce doute, cette faiblesse qu'il ne pouvait permettre de demeurer à ses côtés au cœur des combats. Son père et un certain nombre de vétérans de la Légion furent envoyés sur Caliban. Une mission digne de protection du sanctuaire du Lion et du berceau de la Légion, en réalité un exil loin des triomphes de la Grande Croisade, punition pour le soupçon d'un échec impardonnable. Les Dark Angels poursuivirent leur quête sans ménagement. Se battre et c'est tout. Pas de parade, pas de monument, uniquement la guerre pour concrétiser le rêve de l'empereur. Au fil des années et des campagnes, un fossé se creusa avec les autres légions. Peu de primarques prirent le temps de rechercher leur frère reclus, alors que lui et ses fils continuaient à faire couler le sang. Les frères du Lion détournèrent peu à peu leur attention de ses exploits. Tous,
sauf un. Horus Lupercal portait beaucoup d'attention aux actions de son frère et de sa légion. Une fois, il avait tenté de lier les Dark Angels à lui, mais leurs codes et culture du secret étaient un bouclier contre son influence et leur fierté un contrepoids à sa manipulation. Ces loges ne trouvèrent aucun intérêt dans leur rang, rejetés par les précepteurs des ordres militants et les précepteurs des ailes de l'Hexagrammaton comme étant sans valeur et indignes d'eux. Il n'était pas et ne pourrait jamais être à son service. Le lion n'était pas très apprécié au sein de la confrérie des primarques, mais il avait le respect de chacun de ses frères. Bien plus que cela, il avait la confiance de son père, l'empereur, et les clés des arsenaux cachés de Terra. Si le maître de l'humanité devait choisir un seul de ses primarques pour diriger, pour conclure la grande croisade, alors le choix de Lyon L. Johnson était facile à comprendre. Cette probabilité troublait le maître des Luna Wolves. Ainsi, lorsque la conquête d'Ulanor se profilait devant Horus, il avait fait en sorte que le lion et la première eussent été détournés vers des champs de bataille lointains afin qu'ils ne puissent goûter à ce grand triomphe. Lorsque le lion apprit qu'Horus avait été couronné maître de guerre, il ne fit pas de pause dans ses campagnes, n'offrit pas de félicitations et ne se lamenta pas non plus sur sa propre fortune. Il se contenta de suivre son devoir. Dans les années qui suivirent, les ordres émanant du nouveau dirigeant de la Grande Croisade mena, étrangement, sa légion dans des systèmes toujours plus dangereux et toujours plus loin du cœur de l'Imperium. Lorsque Horus bascula clandestinement dans la trahison, il est fort probable que lui et ses alliés de l'ombre identifièrent les Dark Angels comme sa principale menace. Ils étaient à la fois nombreux et compétents dans tous les arts de la guerre, avaient accès aux arsenaux interdits de Terra, et leur primarque était aussi inflexible que le fer, peut-être d'entre tous le plus loyal à l'empereur. S'il ne pouvait être corrompu ni vaincu sans de lourds sacrifices, il devait être exilé. Le maître de guerre envoya alors la première légion aussi loin qu'il put, dans l'espoir qu'à son arrivée aux portes de Terra, il soit déjà assis sur le trône doré, l'Imperium à ses pieds. Le primarque des désormais Sons of Horus avait envoyé les Dark Angels combattre dans les mondes boucliers de la Ligue Gordienne, une confédération de mondes humains alliés à des Xénos. À l'instant où Lyon L. Johnson eut connaissance de l'atrocité de Istvan III et de l'hérésie d'Horus, il réorienta toutes les forces qu'il put vers de nouveaux monstres inédits à abattre, des frères traîtres. Le premier combat eut lieu sur le mont Forge de Diamat, planète stratégique où sont construits des armes de siège ultra sophistiquées, un atout pour l'assaut planifié de la forteresse de l'empereur sur Terra. Le lion et ses guerriers y affrontèrent pour la première fois des Space Marines, les Sons of Horus, dans des corps à corps sanglants très disputés. Les renégats finirent par céder face à la fureur du primarque. Mais par la suite, le fils de Caliban fut trompé par un autre de ses frères, Perturabo. Ignorant qu'il avait rejoint le camp des traîtres, le Dark Angel confia les précieux canons de siège au primarque des Iron Warriors. Ce dernier, pour détourner son chemin, lui apprit que le ténébreux Conrad Curze menait, avec ses Night Lords, une campagne de terreur dans le secteur voisin de Tramas. Le lion en prit la route et appela l'ensemble de sa légion dispersée à l'y rejoindre. Les Night Lords furent les principaux adversaires des Dark Angels pendant les tragiques événements de l'hérésie d'Horus. Les deux légions s'affrontèrent pendant cet épisode désormais appelé Croisade de Tramas, 3 longues années de guerre dans un système dévasté. Les Dark Angels prirent par surprise la première flotte de la 8e Légion qu'ils rencontrèrent. Son commandant fut traîné dans les profondeurs du vaisseau amiral et Lyon L. Johnson en tira plusieurs informations. Horus avait bel et bien trahi l'empereur, il était trop tard pour partir renforcer les défenses de Terra et le Night Haunter, son frère Conrad Curze, avait été chargé de s'emparer des mondes de la frange orientale. L'expédition punitive de la première légion prit la route de Tramas, alors toujours assiégée par les traîtres. Sur son passage, elle purgea rapidement de nombreux mondes corrompus avant d'être freinée par les forces de la 8e.
Finalement, le cours de la croisade fut renversé sur le monde de Crucible. Aux côtés des derniers vestiges désespérés de la garde de nuit, l'armée régulière de Thramas, les Dark Angels livrèrent bataille. Autour du lion, ils firent face à des Night Lords plus nombreux, mais désorganisés par leur soif de sang. Le salut des loyalistes provint d'une autre légion sœur. Les White Scars de la confrérie du bouclier brisé avaient jusqu'ici combattu aux côtés des traîtres, ignorant la guerre civile amorcée par le maître de guerre. Devant les atrocités commises par leurs faux alliés et les témoignages des prisonniers de la première, les guerriers aux armures blanches firent volte-face, prenant par surprise les Night Lords. Ces derniers cédèrent à la confusion, offrant une victoire inespérée aux Dark Angels. La 8e avait subi de lourdes pertes. Les guerriers vaincus se reconstituèrent en petits groupes et firent pourrir le conflit en harcelant l'armée du Lion alors qu'elle tentait de progresser vers Thramas. Sachant la planète mère menacée de destruction, le primarque décida d'accélérer le pas. Il choisit 1 millier des meilleurs guerriers de la Deathwing, les vétérans de plusieurs compagnies, et aux côtés des nouveaux alliés White Scars, il entreprit une attaque rapide sur le monde en péril, assiégé par les forces corrompues du Mécanicum Noir. Le sacrifice du détachement de la 5e, torturé d'avoir été trompé par leurs frères traîtres de la 8e, permit aux loyalistes de l'emporter. Après 2 ans de conflit, Thramas était sauvé, mais aucun camp ne pouvait revendiquer la victoire. C'est alors que Sevatar, premier capitaine des Night Lords, invita le primarque de la première à en finir sur le monde de Tsagalza, siège de la Légion traître depuis la destruction de Nostramo. Face à face, le perfide Conrad Kurz installa le doute dans l'esprit de son frère L. Johnson en prophétisant qu'il arrivera trop tard sur Terra et que sa loyauté sera remise en doute. La tension fit dégénérer l'échange en duel. Un duel tant attendu que le Night Haunter faillit bien remporter. Les mains pressées autour du cou de son frère, le plus cruel des primarques jubilait. Son frère, loyaliste, serait mort si son fidèle fils, le paladin Corswain, n'avait pas planté sa lame bénie dans le dos de son ennemi. Les 2 primarques furent exfiltrés par leur légion et le conflit continua, redoublant de violence. La croisade de Thramas se poursuivit sans qu'aucune bataille majeure ne soit livrée, les Night Lords continuant leur tactique de harcèlement tout en fuyant la flotte massive de la première légion. Au cours de leur poursuite des traîtres de la 8e, les Dark Angels atteignirent le monde de Perditus, loin d'être une planète anodine. Le lion l'avait conquise aux côtés de Mortarion pendant la Grande Croisade. Il y retrouvit des guerriers de la Death Guard menés par le premier capitaine Typhon faisant face aux Ironhands. Ils se disputaient le fruit de la recherche longue et fructueuse du Mécanicum, une arme secrète baptisée Tuchulcha. Le lion encercla le système et ordonna aux 2 belligérants de cesser le feu. Son intimidante flotte les y contraint et des pourparlers débutèrent sur la planète. Pendant ce temps, le grand magos Kirdot Yaxis partagea avec le primarque sa découverte, gardée dans les profondeurs des installations du Mécanicum. Dans une caverne monumentale remplie de machines, de capteurs, paraboles, sondes et tout le matériel d'étude possible et inimaginable en possession du Mécanicum, se trouvait, en son exact milieu, une sphère parfaite d'un noir marbré de gris sombre avec de petites taches dorées se déplaçant lentement à sa surface. Tuchulcha était fait d'un matériau inconnu, que n'était parvenu à pénétrer aucun des capteurs, des mèches de forage ou des outils que le Mécanicum avait amenés avec lui. L'engin Warp était accroché à un serviteur ayant la forme d'un jeune garçon et à travers lui, il communiqua avec le primarque. L'entité ne se montra pas hostile et prouva ses capacités surnaturelles en téléportant instantanément le demi-dieu des entrailles de la planète à la salle de commandement de son vaisseau amiral, lui-même transféré dans l'Immaterium. La sphère obéit au lion lorsqu'il lui demanda de faire le chemin inverse. Il comprit alors qu'il avait mis la main sur une arme, vraisemblablement fidèle, qui pourrait changer le cours de la guerre. Plus tard, devant les 2 contingents des 14e et 10e légions, il bombarda la planète pour faire croire à la disparition de l'arme tant convoitée. Leon L. Johnson les laissa ensuite partir pour que la nouvelle se répande parmi les traîtres et sur Ultramar. Il avait appris que son frère Ferus Manus avait perdu la vie et que ce détachement de sa légion avait été missionné par Gilliman, seigneur des Ultramarines, en train de rassembler les loyalistes dans son royaume. Les Ironhands partirent, mais les traîtres de la Death Guard n'étaient pas dupes. Typhon tenta de subtiliser l'arme secrète en se téléportant dans la pièce scellée. L'objet du Warp semblait, cela dit,
avoir choisi son allégeance, il renvoya le premier capitaine et ses frères sur leur barge de bataille qui prit la fuite. Corsoane et une partie des Dark Angels partirent à leur poursuite quand le Lion et la majorité de la flotte reprirent la chasse aux Night Lords. Les capacités surnaturelles de Tuchulcha permirent au Lion d'accélérer l'élimination des perfides guerriers de la 8e. En l'espace de quelques mois, 8 flottilles ennemies avaient été dispersées, forçant les Night Lords à se réorganiser. Ils se rassemblèrent autour de leur primarque sur le monde de Sheol 9. C'est ici que se livra la bataille qui entraîna la fin de la croisade de Thramas. Le fils de Caliban y affronta à nouveau son homologue de Nostramo, le laissant à moitié mort. Ses fidèles capitaines parvinrent, cela dit, à l'extraire sous le feu de l'ennemi. Le dernier acte de cette guerre dans la guerre opposant les Dark Angels aux Night Lords fut la tentative désespérée des traîtres restants, dirigés par le premier capitaine Sevatar, de fuir en regroupant les navires survivants sur la petite et insignifiante étoile de Ketesh. Le Lion combattit de nouveau son frère Kurz, tout juste réveillé d'un coma. Dans sa folie, il avait lancé une dernière attaque sur le vaisseau amiral loyaliste. Le Night Hunter fut finalement contraint de fuir et il se cacha dans les profondeurs de l'Invincible Reason. Alors que les Dark Angels partaient en chasse du Roi Sombre, L. Johnson apprit que son frère Gilliman avait formé l'Imperium Secundus, une initiative qu'il suspecta de sécessionnisme. C'est pourquoi, avec l'aide de sa sphère magique, il traversa la tempête de la ruine qui paralysait la galaxie pour atteindre Macragge, berceau des Ultramarines. Le leader d'Archangel fut reçu avec les honneurs par son frère, mais dans la foulée, une guerre faillit éclater entre les deux légions. Kurz venait de déclencher des modules d'atterrissage de la flotte du Lion, faisant croire à un assaut. Finalement, l'auteur fut identifié, mais parvint à s'enfuir. Un autre ange arrivait alors sur le monde forteresse des Ultramarines. Sanguinius et ses fils Blood Angels, épuisés de leur campagne face aux démons sur Sinus. Après réflexion, le Lion finit par accepter de rallier l'Imperium Secundus, convaincu que Terra était tombée et que l'empereur n'était plus. Il devint seigneur protecteur au sein du Triumvirat qu'il forma aux côtés de Gilliman et Sanguinius. Les mois suivants de la première légion furent consacrés à la traque du Night Hunter, chasse pendant laquelle les premiers légionnaires défendirent les 500 mondes d'Ultramar d'une incursion de World Bearers et de World Eaters. Les traîtres finirent par être massacrés. Finalement, le Lion découvrit que son frère traître était caché depuis le début sur Macragge, où ces complots eurent pour conséquence de déclencher la rébellion d'une province entière. Les Dark Angels punirent les insurgés dans une campagne extrêmement brutale. Dans les ruines du carnage qu'il avait provoqué, le Lion fit face, de nouveau, à Conrad Kurz. Enfin, il réussit à prendre le dessus, lui brisant le dos avant de le faire prisonnier. Dans sa folie, le Night Lord cracha une prophétie au visage de son aîné. Le Lion perdra la vie des mains d'un assassin envoyé par l'empereur, son honneur, tout comme sa lame, seront brisés. Lors de son procès, Kurz révéla que pour le capturer, le Lion avait ravagé la province de Macragge où il se cachait avec les terribles armes interdites détenues par les Dark Angels. Une révélation qui rendit furieux le père des Ultramarines. Avec l'accord de Sanguinius, il décida de bannir le Lion de l'Imperium Secundus après avoir, de rage, brisé son épée. Une rupture qui, finalement, n'aurait pas de conséquences car elle ne durera pas. Le premier des primarques, alors que Kurz était sur le point d'être exécuté devant les yeux de Gilliman et Sanguinius, quitta précipitamment son vaisseau sur le départ et se téléporta face à ses frères. Il venait de réaliser que le Roi Sombre était, certes, perfide, mais que ses visions étaient un don, qu'elles étaient vraies. S'il devait se faire assassiner à l'avenir sur ordre de son père, c'est qu'il était encore en vie, que Terra tenait bon. Les 3 légions, 3 des plus puissantes parmi les 18, rassemblèrent leurs forces et prirent la direction de Terra. Des péripéties ralentirent les 3 légions dans leur quête. Elles durent surmonter les obstacles semés sur leur route par les puissances de la ruine. Les remous des tempêtes Warp d'abord, mais aussi cette titanesque forteresse démoniaque
aussi volumineuse qu'un système solaire. La puissance et le génie combiné des 3 Primarques permit de percer les fortifications afin que les flottes continuent leur chemin. Avant d'arriver sur Terra, la tempête Warp les détourna vers Davin, le monde où tout avait commencé, où Horus avait changé définitivement. Ici, ils furent de nouveau confrontés à des puissances démoniaques et après un combat épique, une brèche s'ouvrit dans la tempête de la ruine, rendant visible la lueur depuis longtemps masquée de l'Astronomicon. Enfin, les Dark Angels entrevoyaient Terra. Cependant, les légions renégates avaient fortifié leurs arrières, le chemin était miné. Les 3 Primarques mirent au point une stratégie pour permettre aux Blood Angels de rejoindre le monde natal de l'humanité avant qu'il ne soit trop tard. Pendant ce temps-là, les Dark Angels menèrent une campagne vengeresse contre les mondes des traîtres pour attirer vers eux le plus de troupes du maître de guerre. Cette campagne est enregistrée dans les archives comme le passage de l'Ange de la Mort. Elle se déroula principalement dans le sud galactique. Au moyen de leurs armes interdites, les légionnaires de la première ne laissèrent derrière eux que des mondes morts, se concentrant principalement sur les planètes riches en ressources afin de priver Horus de précieux matériel pour maintenir un siège prolongé sur Terra, pour forcer l'architraître à précipiter ses plans d'invasion du système Sol. Les principales victimes des Anges de la Mort furent Barbarus et Chemos, planètes d'origine de la Death Guard et des Emperor's Children, entièrement ravagées par le passage de la première légion. Chemos, d'abord, subit la colère du lion, mais par la suite, la campagne se compliqua. Des 20 000 Dark Angels partis de Macragge, seule la moitié était encore en vie, aucun renfort n'était en vue, les réserves de munitions s'amenuisaient et aucune nouvelle de Terra ne parvenait jusqu'à eux. Les guerriers aux armures noires arrivèrent finalement sur la lune de Délivrance, berceau de la Raven Guard, où le lion retrouva ses frères Corvus Corax et Leman Russ. Les Space Wolves se joignirent aux Dark Angels dans leur campagne d'extermination. Quant aux Raven Guards, ils offrirent avant tout du matériel, une grande quantité de munitions, des milliers d'armures énergétiques récentes de modèle MK6 Corvus. Encore très affaiblie suite au massacre d'Istvan, la Légion ne put apporter en renfort humain qu'un petit corps expéditionnaire de Space Marines. Les forces combinées des 3 légions permirent de mener un siège rapide de Barbarus et ainsi de punir la 14e Légion en réduisant à néant son monde. Enfin, le passage de l'Ange de la Mort s'acheva devant les portes enfoncées de la gigantesque citadelle de l'Empereur sur Terra. La bataille cataclysmique était déjà gagnée, mais à un prix incommensurable, leur frère, l'ange Sanguinius, avait été tué des mains d'Horus et le maître de l'humanité n'avait survécu qu'au prix de son incarcération dans le trône d'or. L'hérésie d'Horus s'acheva sur les événements connus sous le nom de la Purge, durant lesquels les Dark Angels jouèrent un rôle clé. Le reste des renégats fut exterminé ou repoussé dans l'œil de la terreur. Après une décennie de guerre civile exténuante, la première légion allait, enfin, pouvoir retrouver son monde natal, la sombre planète de Caliban. Ce que le lion et ses vétérans ne savaient pas, c'est que là-bas, une ultime traîtrise allait, à tout jamais, sceller leur destin. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en as pensé. Si tu as aimé, tu peux t'abonner, il y a plein de belles choses au programme de la chaîne ces prochains mois. Du lore toujours, mais aussi des rapports de bataille. A bientôt!